Voilà, cette enquête et cette quête minutieuse pour retrouver l'identité de ces migrants morts en Méditerranée. Pourquoi ce travail est-il si important? Derrière les statistiques, on l'a vu, il y a des vies perdues. Qui sont ces femmes et ces hommes prêts à tout risquer pour venir ici en Europe? Et pourquoi est-il si difficile de concilier nos politiques migratoires avec ce qui peut apparaître comme des principes élémentaires d'humanité? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film très fort, très émouvant, numéro 387, Disparu en Méditerranée, signé Madeleine Leroyer. Et pour approfondir à présent, j'accueille ici sur ce plateau Didier Lesky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. À vos côtés, Ibrahim Sountara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même réfugié, originaire de Côte d'Ivoire. Et cette même année 2015, l'année de ce drame dont nous venons de parler, vous avez effectué cette traversée. Vous y avez perdu un de vos amis avec lequel vous aviez embarqué. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, ici, sur ce plateau, masqué comme il se doit en raison des conditions sanitaires. Alors, à distance, avec nous, en direct de Milan, nous sommes avec Cristina Cataneo. Bonjour. On vous a vu dans le film, vous êtes médecin légiste et vous faites partie de cette équipe qui a œuvré pour l'identification des disparus. Et nous sommes également avec Sandro Gozzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui député européen, vous avez été élu sur la liste LREM française et vous étiez en charge des affaires européennes au sein du gouvernement italien de 2014 à 2018. Autrement dit, au moment où le président du Conseil, Matteo Renzi, a pris la décision de renflouer l'épave de ce bateau. Alors je voudrais d'abord commencer par vous donner la parole, Ibrahim Sountara, parce que, je le disais, cette expérience dont il est question dans le film, vous l'avez vécu, vous avez traversé la Méditerranée au péril de votre vie et vous avez regardé ce film qui, évidemment, j'imagine, a ravivé beaucoup de souvenirs. Oui, évidemment, ce film a ravivé beaucoup de souvenirs parce que je me suis rendu compte, après avoir regardé ce film, combien de fois j'ai eu la chance, parce que je suis passé moi-même à 2 doigts de connaître le même sort que ces 850 personnes ont connu. Parce qu'au départ de la Libye, notre bateau était troué. Et malgré ce risque, les Libyens ils nous ont autorisés à prendre la mer. Et quand nous avons atteint les eaux internationales, l'eau est entrée dans notre bateau jusqu'à atteindre nos chevilles. Et comme si cela ne suffisait pas, des jerrycans qui contenaient de l'essence se renversaient dans l'eau de mer qui était dans le bateau et ça a formé un cocktail explosif qui nous brûlait, enlevait complètement la peau. Et ça a créé un brouhaha, un sauve-qui-peut. Et dans ce sauve-qui-peut, il y a une colonne d'une dizaine de dauphins qui sont sortis et qui nous ont guidés jusqu'au grand bateau. Donc évidemment, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et vous avez donc été secouru en mer ouais. par un navire d'une organisation humanitaire? Exactement. Didier Lesky, vous êtes haut fonctionnaire hein, et évidemment vous faites partie de ces personnes qui, par leur fonction, doivent regarder ces questions migratoires avec une distance nécessaire. J'imagine pourtant qu'on ne sort pas complètement indemne du film que nous venons de voir. Non, bien sûr, on n'en sort pas indemne et en même temps, je crois qu'on doit se dire que c'est un film qui est à l'honneur de l'Italie, hein, dont on sait, en particulier la société italienne, l'effort qui a été fait en matière d'accueil. Il y a là une volonté politique qui est à l'image de ce qu'on doit être au niveau européen, c'est-à-dire des gens soucieux de la vie des autres, en tout cas de leur dignité au-delà des drames qu'ils peuvent connaître. Et c'est ce que montre ce film. On oublie parfois que derrière les chiffres, les statistiques dont on parle, le nombre de morts, il y a des femmes et des hommes. Oui, bien sûr, on ne l'oublie pas. Bien sûr qu'on le sait. Voilà. Et en même temps, on sait que l'Europe est une des principales zones d'immigration au monde avec l'Amérique du Nord. Et que, d'une certaine manière, ce film montre ce que peu de sociétés à travers le monde sont capables de faire, c'est-à-dire investir de l'humanité en même temps que de l'argent pour essayer de montrer ce que chacun a droit, c'est-à-dire au-delà de la mort, une reconnaissance.
Alors, cette reconnaissance, Christina Catenao, vous y travaillez, et vous y travaillez encore, hein, puisque le travail dont il est question dans le film, et dont vous êtes l'une des chevilles ouvrières comme médecin légiste, ce travail continue. À la fin du film, on nous dit que 2 personnes ont été identifiées. Il y en a un petit peu plus depuis. Oui, c'est dans ces derniers 2 ans, on a identifié 6 personnes, mais c'est très très lent. Mais c'est très très lent parce qu'il n'y a pas de fonds. Parce que je me souviens que les activités scientifiques sont seulement faites par les universités. Il y a 12 universités italiennes qui sont en train de travailler sur l'ADN, sur beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de fonds, bon, on ne peut pas aller plus vite. Et je pense que cette expérience doit montrer à l'Europe, parce que c'est un accident, les victimes sont en Europe, les parents, beaucoup de parents sont en Europe, c'est une question européenne, donc ça a été un grand expériment, entre guillemets, et il faut dire à l'Europe que maintenant c'est à elle de continuer, parce que comme si c'était un avion d'Italiens, plein d'Italiens ou de Français. Bon, le but c'est ça. L'Europe, elle est en quelque sorte présente avec nous, puisque nous sommes avec Sandro Gozzi, vous êtes député européen, et c'est rappelé dans le film, hein, la décision de renflouer ce bateau, elle est prise par le gouvernement italien dont vous étiez membre. Il faut nous rappeler quand même les raisons qui poussent Matteo Renzi et son gouvernement à décider de renflouer cette épave. Tout d'abord, les principes de base, c'est celui qui ressort du film qu'on a vu, que l'humanité vient avant la politique et vient avant aussi l'argent public qui est nécessaire pour faire des opérations de ce genre. Moi, je m'en souviens très bien de ces week-ends. Ça a été les week-ends plus difficiles de mon expérience de gouvernement. On était à la fois choqués et enragés. Choqué parce que c'était une tragédie avec des proportions sans précédent par rapport à ce qui s'était arrivé avant. Enragé parce que on l'avait dit à plusieurs reprises à nos partenaires européens que l'Europe était en train de mourir de la Méditerranée, que la Méditerranée était devenue un cimetière à cause de l'égoïsme et de l'indifférence de nos partenaires européens. Et malheureusement, ces week-ends-là, ce cimetière a vu augmenter énormément sa population. Et donc, on était très enragés. Et c'est pour cela qu'on a été convoqué d'urgence au Palais Chigi, qui est un peu le Matignon italien. Et on a décidé de demander, pour l'énième fois, mais cette fois-ci, on a réussi à convoquer les premiers sommets extraordinaires des leaders européens, premier Conseil européen extraordinaire dédié à l'immigration. C'était la première fois. Et depuis, on a essayé de travailler, mais le principe, c'est un principe d'humanité. Et nos partenaires européens avaient du mal à le comprendre. Et il me semble qu'encore un peu, il y a du mal. Quand on est dans la mer, il faut sauver les gens. Avant, c'est de se demander qui doit assumer la responsabilité pour qui. Avant de discuter la répartition des migrants, la répartition des demandeurs d'asile, il faut intervenir et il faut sauver les migrants. Et c'est comme justement, même de ce point de vue, comme celui de l'identification, comme professeur Cattaneo disait bien, c'est une responsabilité européenne. Alors, je voudrais que nous écoutions à nouveau ce que dit l'un des protagonistes du film. C'est cette chercheuse que l'on voit feuilleter des registres d'état civil sur lesquels figure une simple trace de ces migrants dont on a retrouvé le corps, mais dont on ne connaît pas le nom. C'est la dernière tentative désespérée de redonner une dignité à ces morts. C'est une forme de respect pour le défunt, même si on ne se connaît pas, même s'il ne fait pas partie de ma famille ou de mes proches. C'est quand même une personne qui est morte et qui est venue à disparaître. Je fais ça pour la justice, pour le respect. Pourquoi faire justice aux morts? En réalité, faire justice aux morts, j'insiste, honorer les morts, c'est servir les vivants. Parce que nous,
notre civilisation, notre condition d'être civilisé, se mesure à la façon dont nous traitons les morts. Cristina Cattaneo, il y a derrière ce témoignage une question. Pourquoi et surtout pour qui faites-vous tout ce que vous faites depuis 6 ans maintenant? Évidemment pour les familles, j'imagine, mais aussi pour nous. On nous dit que c'est l'honneur des Européens. Oui, bon, c'est l'honneur des Européens, mais c'est quelque chose qu'on ne réussit pas à transmettre bien comme médecin légiste, c'est l'importance de l'identité. Donc, oui, c'est très important de se souvenir de la dignité des morts, de l'honneur des morts, l'importance de lui donner un nom et une sépulture, mais la chose la plus importante, je pense que c'est de se rappeler que derrière ces gens, il y a des vivants. Derrière les morts, il y a des vivants et en première chose, on identifie les morts pour les vivants parce qu'il y a des raisons administratives, il y a les orphelins qui ont besoin du certificat de mort et sans l'identité, on ne peut pas donner les certificats de mort et on sait comment on a besoin de certificats de mort, qu'il y a des gens pour continuer à vivre. Mais surtout, on connaît très bien la maladie, non? La pathologie de la perte ambiguë. Les Anglais l'appellent ambiguous loss. On sait déjà, d'un point de vue scientifique, que la mère, le père d'un fils qui, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, porte d'une pathologie psychologique, on le sait déjà, c'est déjà publié. Et donc, c'est fondamental d'identifier les morts pour la santé mentale des vivants. Et ça devient un droit à la santé. Cristina Cattaneo, 6 personnes identifiées en 6 ans sur plusieurs centaines. Est-ce que vous ne cédez pas parfois au découragement? Est-ce que vous ne dites pas parfois à quoi bon tout cela? Ah oui, absolument. Mais d'un point de vue pratique, 6 personnes dans cette catastrophe, c'est rien. Parce que c'est beaucoup pour les 6 familles qui ont reçu une réponse ou qui vont recevoir une réponse. Dans le scénario de tous les morts, c'est très peu. Mais je dois rappeler que cette activité, cette grande activité de l'Italie, je dois souligner que cette fois, je suis très fière d'être italienne, est quelque chose qui est, entre guillemets, je le répète, un expériment. C'est quelque chose qui a été fait pour démontrer ce que les gens disaient, on ne peut pas les identifier, mais ces gens ne cherchent pas ces morts, ils n'ont pas besoin de les identifier. Et ça a été une bataille pour démontrer, pour les identifier, oui, c'est ça. Mais pour démontrer qu'il peut être fait, on peut les identifier. Sur la catastrophe de Lampedusa, on en a identifié 50, pas seulement 6, et qu'il faut les identifier. C'est ça le vrai message. Ibrahim Sountarah, vous écoutez ce débat depuis tout à l'heure, c'est très important pour les familles des victimes, pour les familles des disparus, d'avoir une possibilité que leurs proches soient identifiés. Oui, c'est très important pour les familles d'avoir de leurs nouvelles qui ont été arrachées d'une manière atroce à l'affection des siens par cette mer boueuse de cadavres que je ne citerai pas, la Méditerranée. Et pour moi, c'est très, très important. Mais au-delà de ça, moi, la question que je me pose, qu'est-ce que font les gouvernants pour aider ces associations? Madame, elle a dit tout à l'heure, et avec le peu de moyens que les associations ont, et elles font ce qu'elles peuvent, d'où le nombre peu élevé de corps identifiés. Et donc, on doit se poser la question sur la politique migratoire des États européens qui est réservée aux personnes de leurs vivants et pour ne pas que ce genre de catastrophe arrive. Et je me souviens, l'Europe a conclu un accord avec les miliciens libyens dotés de beaucoup de millions d'euros pour intercepter les migrants, souvent dans des eaux internationales, et en dépit des accords internationaux, et les ramener en Italie.
et les ramener en Libye. En Libye. Les ramener en Libye et dans des conditions que personne ne peut imaginer. On va évoquer dans quelques minutes la manière, s'il y en a une, de limiter ces drames. Quelques mots tout de même, puisque évidemment nous parlons de l'identification de ces migrants, mais il y a des chiffres, il faut les rappeler tout de même, sur les morts en Méditerranée. 21 000 réfugiés ont trouvé la mort, c'est une estimation depuis 2014 en Méditerranée. On se demande quand même, Didier Lesky, si parfois, par ce type d'opération, on ne se donne pas bonne conscience, à bon compte quand on est européen, par rapport à ce qui nous évite de parler des problèmes qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de stopper les flux au départ. Je ne crois pas que ce soit une question de bon compte. On essaye de prendre en charge la complexité, je dirais, du monde. Voilà, d'un côté, il y a cet effort, et en particulier les efforts que font les États en finançant, en subventionnant des organisations non gouvernementales ou en utilisant les universités, leurs fonctionnaires pour faire des opérations qui participent justement, comme le disait tout à l'heure la personne dans l'extrait qu'on a vu, de la conception qu'on a de notre commune humanité. Et c'est vrai que la manière de traiter les morts, eh bien, c'est ce qui nous distingue dans l'espèce humaine. Mais on ne peut pas se passer de ce que fait Madame Cattaneo et de son équipe. On peut pas se passer de bénévoles. Parce qu'en l'occurrence, ce sont des bénévoles. Pardon ? Ce sont des bénévoles qu'on voit dans ce film, au-delà de l'opération. Je ne crois pas que ce soit de bénévoles. Je veux dire, ils ont un salaire. Quand on est enseignante à l'université, on est aussi payé par l'université. Enfin, je ne crois pas qu'ils soient bénévoles. Alors peut-être un point d'ailleurs, parce que évidemment, ça me paraît. Voilà, et j'ai bien compris que c'était des organismes internationaux qui participaient à ça. Il y a la Croix-Rouge internationale, effectivement. Voilà, donc c'est subventionné par les États. Je veux dire, est-ce qu'a fait le remorquage ou la sortie de l'épave par le gouvernement italien? C'est pas fait par des bénévoles, c'est fait par des salariés et c'est payé par le gouvernement italien. Deux mots peut-être là-dessus d'ailleurs. Peut-être Sandro Gozzi. Parler au nom du gouvernement italien. Alors justement, Sandro Gozzi et Cristina Cattaneo, peut-être là-dessus, la manière dont se décident les choses, on en a parlé, mais peut-être la manière dont elles se financent. Sandro Gozzi, quand vous choisissez, quand vous décidez avec le gouvernement italien de le faire, vous savez que ça va coûter de l'argent, non seulement pour renflouer l'épave, mais ensuite aussi pour identifier les migrants. Tout d'abord, je crois que le professeur Cattaneo va expliquer qu'elle a été sur une base parfaitement volontaire ce qu'elle a fait, et c'est remarquable. Je veux encore une fois la remercier, comme nous avons fait à l'époque quand j'étais au gouvernement. Non, la question est, vous l'avez dit très bien, derrière les chiffres, derrière les numéros, il y a des femmes, des enfants et des hommes. Et il y a un principe qu'on a en France dans la devise de la République française, c'est le principe de fraternité. Le principe de fraternité, c'est un principe universel. Il ne vaut pas seulement dans l'Hexagone, et ne vaut pas seulement pour les Italiens, les Français, il vaut pour toute l'humanité. Et les principes de base de l'humanité, c'est d'assurer la paix après la mort, surtout quand on meurt dans ces conditions, donc de pouvoir identifier les morts. C'est un principe fondamental d'humanité. Ça a coûté de l'argent public, oui. Nous avons été attaqués par la droite italienne et l'extrême droite italienne pour ça, oui. Oui, je m'en souviens, des sénateurs Gasparri ou d'autres qui nous ont attaqués en disant que nous faisions de la propagande humanitaire. Moi, je revendique ce que nous avons fait parce que je crois que ça fait partie de notre conception de gérer une question. Il n'y a pas de distinction entre la nécessité politique de gérer l'immigration, la nécessité de trouver des politiques, de développer des politiques plus efficaces au niveau européen et les principes d'humanité. Mais quand il s'agit de vie ou de mort, moi je crois que les principes d'humanité doivent venir avant la question de l'argent public ou la question de qui fait quoi. Alors pour clore cette question, et très rapidement s'il vous plaît, Cristina Cattaneo, dites-nous un petit peu comment les choses se sont organisées entre la puissance publique et puis les organisations, les ONG, éventuellement les universités.
Oui, c'est pas facile parce que c'est pas ma langue. Donc, mais en tout cas, je vais chercher de m'expliquer. Bon, les ONG, il y a seulement d'un point de vue technique, le CICR qui est en train de travailler en cherchant le Comité international de la Croix-Rouge. Exactement, cherchant de parler avec les vivants et les parents, de chercher les parents. Mais du côté des morts, il y a, pour ce bateau, pour cette catastrophe, il y a seulement un petit bureau qui n'a pas d'argent dans le gouvernement italien. Et il y a 12 universités. Bon, moi, je suis payée, j'ai mon salaire, mon travail, c'est pas de me déplacer, d'aller identifier, mais je le fais parce que je suis un médecin légiste et j'ai un code déontologique et tout ça. Mais la chose, c'est que c'est du bénévolat parce que moi, je peux travailler sur mon salaire universitaire dans un projet de recherche, si on veut l'appeler comme ça, à identifier les morts. Mais les choses que je dois acheter pour l'ADN et tout ça, et c'est là l'argent qu'il faut dépenser, c'est personne qui le donne. Et donc, il faut aller avec le chapeau à chercher du bénévolat pour identifier, pour acheter les choses de laboratoire, pour identifier, chercher d'identifier les gens. Quand on a dans toute l'Europe, chaque pays de l'Europe a des bureaux qui font de l'identification. La police, les gendarmes, il faudrait utiliser ça pour cet réseau pour identifier. Comment on fait dans toutes les autres catastrophes? Alors, il est important que nous parlions, je le disais, de ces personnes qui prennent tous les risques. Et je me tourne vers vous, Ibrahim Soumtara, parce que il y a cette image qui revient souvent dans le film, de cette épave très fragile, on le voit bien, et on imagine qu'il est un peu fou de s'embarquer à plusieurs centaines de personnes sur ce type de bateau. Alors cette question, je vous la pose, vous qui avez vécu cette expérience au départ du naufrage, qu'est-ce qu'on a en tête pour s'embarquer dans ce type de bateau? Quel rêve porte-t-on, quel espoir porte-t-on au moment où on s'embarque? Alors, quel rêve on a pour embarquer dans ces bateaux? D'abord, il faut dire que quand on est en Libye, on cherche à fuir la mort. On cherche à mourir, si vous voulez, d'une manière tragique et de continuer de suivre une tragédie sans fin. Et donc, monter dans ces bateaux à partir de la Libye en ce moment est un espoir. Parce que ce qui se vit en Libye est tellement inhumain qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Donc, quand tu te retrouves dans ces bateaux en ce moment, c'est une gloire pour toi d'échapper à ces Libyens. Et on cherche d'abord à fuir l'enfer libyen dans lequel on se trouve. Il y a, on comprend bien en balance, une forme d'espérance et en même temps cette désespérance dans laquelle vous vous trouvez. Exactement. Vous étiez, vous, étudiant en droit en Côte d'Ivoire. Oui. Je me tourne vers vous, Didier Lesky, parce que c'est très intéressant d'essayer de comprendre les motivations et surtout le profil de ces personnes. Est-ce qu'on a un peu une idée de qui sont souvent ces jeunes qui cherchent à rejoindre par milliers, par dizaines de milliers les rives de l'Europe en prenant tous les risques? On sait, parce qu'on le sait à travers... Enfin, chaque pays a une demande d'asile particulière. Mais en ce qui concerne la France, on sait que la demande d'asile est aujourd'hui très marquée par des personnes qui viennent de l'Afrique francophone ou du Maghreb. Actuellement, par exemple, les passages importants à travers la Méditerranée et les premières nationalités, ce sont les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Guinéens, les Ivoiriens. Et c'est le reflet des désordres de ces pays. Parce qu'avant d'arriver en Libye, la question, c'est de savoir pourquoi on quitte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une économie qui n'est pas une économie pauvre. C'est 5 à 6% de croissance par an, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en France. Mais le problème de ces pays, mais on peut rajouter... tous les pays que je viens de citer ont le même problème, c'est-à-dire c'est des économies où il y a des perdants du système, c'est des sociétés où la démocratie n'est pas toujours parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a affaire à des personnes plutôt bien éduquées.
souvent. Pas toujours, mais bien éduqués, c'est le cas, voilà. Mais par exemple, quand vous prenez les pays du Maghreb aujourd'hui, eh bien, malheureusement, les jeunes Algériens qui risquent leur vie en passant à travers la Méditerranée, eh bien, sont les perdants du système algérien. Il y a en plus la désillusion du mouvement politique algérien, le Irak, qui se termine mal, etc. Et donc, on a ça. Et puis, on a des flux qui peuvent venir des pays de l'Est. Par exemple, pendant plusieurs années en France, les premières nationalités en demande d'asile, c'était les Albanais et les Géorgiens. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent, mais chaque pays a sa spécificité. Ibrahim Sountarah, voilà, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes Ivoiriens qui se trouvent un peu comme vous dans l'espoir de rejoindre l'Europe? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, un message à leur faire passer? Un message à leur faire passer, je ne sais pas, parce que d'abord, sachez qu'on ne part pas de son pays sans une raison qui n'est pas fondée. Ça, on ne part pas de son pays par plaisir. Quelle que soit la raison, il y a une raison qui pousse quelqu'un à partir de son pays. On ne part pas de son pays comme ça. Donc, à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, moi, ce que je peux leur souhaiter est que ce qui m'est arrivé, moi, personnellement, ne leur arrive pas, afin qu'ils ne puissent pas partir de chez eux, rester en Côte d'Ivoire, construire leur avenir. Et malgré cela, il y en a qui décident, qui sont forcés à partir. En tout cas, qu'ils se renseignent. Parce que souvent, la désinformation fait que... Vous avez été désinformé, vous, par exemple? Et moi, dans mon cas, je n'ai pas été désinformé, mais je n'ai pas été informé non plus. Je n'étais pas au courant des risques. Donc vous y êtes allé moi, j'étais dans un pays, j'étais en Algérie, j'y travaillais, je m'y plaisais, mais j'ai été obligé de partir de l'Algérie à cause d'un problème entre les migrants subsahariens et les Algériens. Ce qui m'a obligé à fuir l'Algérie pour aller en Libye. Et quand je me suis retrouvé en Libye, c'est là que je me suis rendu compte de l'enfer dans lequel je me retrouvais. Sur lequel vous n'étiez pas informé. Exactement. Et à partir de ce moment, je n'avais pas de retour possible. Je voudrais que nous regardions un autre extrait du film, peut-être l'un des plus bouleversants. C'est la lecture de ces fragments d'une lettre d'amour qui a été retrouvée dans les effets personnels d'une victime du naufrage. Je ne te dis pas des choses très... Mon amour, je ne te dis pas des choses très... Amour, j'espère te retrouver. Il n'est pas vieux. Il est jeune. Sa façon d'écrire I love you, des trucs de jeunes. Voilà, ça rejoint ce que vous dites, hein, Cristina Cataneo, dans le film. Observer ces morts, c'est comme regarder une photo intacte et pure de leurs espoirs. Je me tourne maintenant vers nos deux invités qui ont en charge, l'un comme haut fonctionnaire, l'autre comme politique, de concevoir et d'appliquer des politiques migratoires. Quand on regarde ces images, quand on a cette charge-là, est-ce que ce qu'on voit là change non seulement la manière de voir, mais peut-être la manière de faire, la manière d'appliquer des politiques, Didier Lesky? Écoutez, je ne sais pas si ça change. On est quand même dans le prolongement de drames humains terribles, avec des situations d'une certaine manière qui ne sont pas nouvelles, sur de la longue durée. Enfin, moi, quand j'étais jeune, les réfugiés qui venaient du Chili, d'Argentine, du Portugal, d'Espagne. On avait des Mais là, choses... il y a une spécificité méditerranéenne tout de même depuis une dizaine d'années, notamment... oui, même un peu avant. On peut penser au moment de la guerre, la décennie noire en Algérie, avec tous ces Algériens qui sont venus aussi en France. Mais ce qui est nouveau, d'une certaine manière, c'est à la fois le nombre et les modes de transport et l'organisation systématique
de filières qui sont des filières d'esclavage. On ne peut pas dire autre chose. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est ça qui est la donnée nouvelle et qu'on n'arrive pas à combattre. On n'arrive pas à combattre parce que de l'autre côté de la Méditerranée, le désordre, je dirais, des sociétés est à son maximum et que, d'une certaine manière, ce que peut refléter le film en creux, mais parce que c'est ça la donnée, c'est qu'on a du mal au niveau des politiques européennes, des États européens, à faire pression sur un certain nombre de dirigeants de pays qui sont les pourvoyeurs de cette immigration du désespoir. Parce que c'est ça le vrai sujet. Ce ne sont pas des pays qui sont tous très pauvres. Je veux dire, voilà, on parlait tout à l'heure de l'Algérie. L'Algérie, on sait bien, c'est la rente gazière, etc. Mais c'est comme la Tunisie, du reste, peut-être moins au Maroc. Ce sont des pays qui sont à la fois d'immigration et d'immigration, mais où, par exemple, l'immigration subsaharienne est particulièrement maltraitée. Je veux dire, parmi les morts, il y a les morts à travers la Méditerranée, mais il y a les morts dans le désert avec ces personnes, on ne les voit pas. Ces personnes que le gouvernement algérien met aux portes du désert en disant maintenant, allez marcher tout droit. Et donc, notre difficulté à nous et pays européens, c'est comment on arrive à instaurer, je dirais, un minimum de dialogue avec ces élites politiques en leur disant ce que vous faites est un problème à la fois pour nous et pour vous. Genre pour vous, parce que ce sont souvent, comme vous l'avez dit, on peut voir dans le Maghreb, des personnes éduquées ou qui pourraient participer de la construction de ces pays et de leurs richesses qui partent. Et pour nous, on ne peut pas dire que ça n'est pas un coût social collectif, je veux dire, que l'on prend en charge et que l'on prend en charge. On doit le faire, mais on ne peut pas dire que tout ça ne nécessite pas un effort des sociétés d'accueil. Ibrahim Sountarach, vous voyez au Finet du Chef, lorsque Didier Lesky parlait de ce qui se passe dans le désert algérien, ça évoque quelque chose pour vous? Oui, bien sûr, ça évoque quelque chose parce que moi, quand je partais du Mali en Algérie, j'ai traversé le Sahara, je sais ce que c'est. Et Dieu seul sait combien de morts, combien de squelettes, de crânes humains que nous avons rencontrés chemin faisant. Et ça, personne n'en parle parce qu'il n'y a pas d'association pour compter ces morts. Donc, oui, ça c'est... Donc ce qui se passe en Méditerranée se passe aussi dans le désert, oui. Et parfois, par la faute des politiques, et M. Didier Lesky l'a dit tout à l'heure, des dirigeants algériens qui embarquent des personnes, des enfants, le plus souvent, dans des gros camions et aller les déverser au port du Sahara, ça c'est légion. Sandro Gozzi, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Didier Lesky. On sent bien que le rôle de l'Europe, et notamment pour faire pression sur un certain nombre de pays, ce rôle est essentiel, mais on a l'impression que c'est un échec. Nous avons eu deux réactions après ce week-end du 18 avril 2015. Une réaction humanitaire, celle dont on a parlé, et une réaction politique. Et on a poussé depuis l'Europe à assumer plus de responsabilités. Encore, on n'a pas développé des politiques véritablement efficaces. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas d'accord politique pour le faire. Mais pardon, mais depuis 6 ans, on n'a toujours pas trouvé la clé avec ces pays d'origine notamment, ou ces pays de transit. On n'a pas trouvé la clé avec les pays d'origine pour 2 raisons. La première, c'est que, et ça, je sais que je vais provoquer débat là-dessus, on n'a pas voulu, on ne veut pas mieux utiliser la politique de développement pour obtenir une véritable coopération et une véritable cogestion des flux migratoires avec les pays d'origine. Ça, c'est la première question. Il faut aussi injecter de l'argent là-bas, mais aussi peut-être... Il faut aussi développer des politiques d'immigration économique légale en tant qu'Européens, parce qu'il est clair qu'on a un problème qui va au-delà du droit d'asile, qu'il faut reconnaître ça, évidemment totalement. Et nous devons aussi stabiliser les lieux qui sont les lieux dans lesquels les filières d'esclavage, les trafiquants des êtres humains développent un business qui n'a pas de précédent, qui est plus rentable du trafic de drogue. Merci beaucoup Sandro Gozzi. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce débat. Vous lancez effectivement, vous relancez un débat absolument passionnant sur la place de l'Europe et le rôle de l'Europe et la manière qu'ont les Européens de gérer ces drames en Méditerranée.
Méditerranée. Évidemment, ce débat va se poursuivre sur Public Sénat et ailleurs. Je voudrais vous donner quelques conseils de lecture pour clore cette émission. D'abord, votre essai paru dans la collection Tract aux éditions Gallimard, Didier Lesky, Ce grand dérangement, l'immigration en face. Je renvoie aussi à votre livre, Ibrahim Sountara, Le rêve brisé, parcours d'un migrant. C'est paru aux éditions de l'Edna en 2018. Votre livre également, Christina Cataneo, Naufragé sans visage, donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'était paru chez Albin Michel. Et puis un conseil de lecture, la déclaration d'amour à la langue française d'un réfugié afghan, un Afghan à Paris. C'est signé Mahmoud Nassimi et c'est paru ce printemps aux éditions du Palais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.